Voilà. Non. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'économie du don, parce que j'ai reçu une question de Thomas du groupe IPGJ, Initiative et Projet Gilets jaunes. Donc, c'est un gars qui coordonne un petit peu les projets Gilets jaunes. Et il m'a dit, donc je postais des nouvelles sur les crypto-monnaies que l'on fait, et je disais que c'était bien pour démarrer des économies du don. Et je voulais proposer qu'on démarre en interne dans le groupe, dans la communauté, une expérience pour voir si ça permet de déclencher un peu plus de partage entre nous, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on peut faire comme outil pour que on facilite ces échanges spontanés dans le sens du don, dans le sens du partage. Et, déjà, est-ce que tu veux qu'on propose des solutions ou est-ce que tu as déjà des idées? Alors, moi, j'ai des idées, mais je suis ouvert à tes idées aussi, hein, si tu as des solutions. Mais en fait, la question était pourquoi on a besoin de monitorer ou de tracer les dons? C'est une question qui est je pense, qui est très pertinente parce qu'en général, on donne sans attente de retour. Et de moins en moins. Hein. De moins en moins. Mais c'est-à-dire que s'il y a attente de retour, on est dans un système monétaire économique qui est exactement la même chose que notre système financier actuel. Et donc, la question, c'est pourquoi doit-on mesurer ou monitorer ou faire une économie à partir du don? C'est-à-dire qu'il y a des échanges de valeurs. Et comment on le fait s'il y a une nécessité de le faire. Mon opinion personnelle, c'est que le fait de mesurer les dons ou les échanges, ça n'implique pas forcément l'attente. Ça rend visible l'échange. Et le fait de rendre visible l'échange, ça peut avoir un impact à motiver d'autres ou à observer ce qui se passe et à je sais pas, avoir une auto-émulation, je sais pas comment on dit, une stimulation de l'économie du don. C'est-à-dire qu'en voyant, on en prend conscience et puis on voit que ça apporte des bonnes choses. Donc moi, ça permet aussi d'avoir une transparence dans tout le système. Si on voit que nos voisins donnent, on aura plus tendance à donner. Ça, c'est du comportement humain. On fait ce que nos voisins font en général. C'est de la psychologie humaine. Donc, bon, en même temps, le don, je crois que les gens ont un petit peu assez d'être dans le don. Je pense qu'ils ont besoin de sentir qu'ils échangent. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a un besoin quelconque, ils peuvent ouvrir leur portefeuille ou alors apporter quelque chose comme du temps, parce que le temps aussi, c'est un don. Mais je crois qu'il faut qu'ils sachent pourquoi ils font ce don. Alors, il faut qu'ils adhèrent. Le pourquoi, c'est-à-dire que tu penses qu'il faut donner faut que le don soit justifié? Il faut qu'il se justifie, ouais. Il faut qu'il se justifie. Parce que moi, je le voyais un peu différemment. Le fait que les gens on en ont marre, entre guillemets, de donner, c'est parce que on est dans des systèmes où il y a des grands écarts de pauvreté et on a un peu honte. Quand on a quelque chose, on a un peu honte de nos richesses devant cette pauvreté extrême que l'on rencontre dans la vie, où on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on a de l'insécurité financière parce que nos besoins ne sont pas toujours assouvis et donc on a de la réticence à donner. Je pense que c'est tout ce qui est mendicité dans la rue. Combien de personnes tournent le regard, même pas faire un sourire qui est un don gratuit.
et donc, il y a cette difficulté-là, mais c'est une difficulté, je pense que à cause de l'éducation qu'on a à, euh, à- à- c'est-à-dire que la sécurité, l'insécurité, on la vit très mal. C'est ça, on vit mal l'insécurité. Et aujourd'hui, l'insécurité, elle est très souvent financière. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. certes, il y a des gens qui ont les moyens et qui se demandent si leurs dons sont légitimes. Et puis, il y a des gens qui n'ont plus de moyens Ouais. et qui ne comprennent pas pourquoi on leur demande encore des dons. Oui, mais en fait, quand on remarque, ceux qui n'ont plus les moyens, quand ils ont un peu quelque chose, sont les premiers à donner beaucoup plus facilement du cœur ou à Oui, partager. oui, mais ils vont donner peut-être plus. Voilà, ils vont plus partager, je sais pas, du travail, du temps, Oui, leur repas, mais pas forcément de l'argent. ouais, mais économie de dons, ça ne veut pas forcément dire argent. Et c'est vrai que il y a toutes aussi les business, comment on appelle ça, charités, toutes les charités où il y a des levées de fonds, où il y a donc sans cesse on est sollicité, euh, Sans cesse. les cagnottes, tout ça. Et Mm. pour avoir des projets bénévoles, etc., je me rends compte que c'est extrêmement difficile de nos jours à faire des levées de fonds. Ben, Euh, c'est normal. Regarde, il y a tous les ONG qui nous culpabilisent en nous montrant des images au Yémen, les Médecins sans frontières, pour nous demander de l'argent. ouais. Et on est déjà tous à la ramasse. Donc voilà, aujourd'hui, ça fonctionne à la culpabilisation et c'est pas une bonne chose. Ah oui, donc c'est pas la justification. Tu dis que le don faut se justifier, c'est pas la culpabilité qui justifie le don. Bah, aujourd'hui, la culpabilité marche plus. C'est-à-dire que les gens, ils préfèrent détourner le regard, je le vois, Ouais, je et pense faire que comme si ça n'existait pas parce que voilà, ils ont des priorités. Donc, il y a eu tellement de demandes, il y a eu tellement de jeux là-dessus, ne serait-ce que les Restos du Cœur ou les Téléthons, enfin, pas c'est un, seulement la pauvreté dans la rue. c'est un point intéressant, c'est qu'en fait, le fait d'avoir culpabilisé la pauvreté a fait que les gens, vu que culpabiliser, c'est un sentiment qui n'est pas agréable, les gens Exactement, ils font du don. Ça fait l'effet c'est inverse. ça, exactement. Alors que lorsque tu vois, il y a comment on appelle ça? Tu sais, je ne me rappelle plus le terme là. Des levées de fonds pour des jolis projets là, comme Kiss Kiss Bank Bank là, je sais pas comment ça Ah, s'appelle. le Indiegogo et tous ces trucs-là, Kickstarter. Ah, c'est ça, ils font des levées de fonds et pour un projet. Ouais, ouais. Bon, alors ils vont présenter le projet, ils vont donner envie aux gens De d'investir un peu dans l'humain ou dans le beau projet. Du coup, les gens se disent, ben, moi, je n'ai pas les compétences, mais je vais pouvoir donner même 10 euros parce que je crois là-dedans et je pense que c'est l'avenir. Ouais. Alors, Et là, à ce moment-là, ils se sentent bien d'avoir fait ce oui, parce que don. c'est l'approche positive du don. Ouais. Et ça, je suis tout à fait d'accord, c'est bien. Tu as quelque chose à dire, Pauline? Quoi? Tu semblais vouloir dire Oui, quelque chose. oui. Je peux imaginer les gens qui utilisent la quantification de Du don? l'économie Ouais. donnée. Les gens qui ont l'argent, qui voudraient de faire la compétition, de démontrer Qui sont charitables. exactement. Ah Et oui. les personnes qui n'ont pas le fiat, les Monnaie. Les pauvres. le pauvre ne sera pas utilisé le quantification Des dons. Ouais, alors c'est pas nécessaire pour eux. je sais pas si tu as entendu et compris. Pas tout entendu. Mais c'est peut-être que tu parles aussi peut-être pas assez fort. Mais Oui, c'est ça. ce que je veux dire, c'est que non, ce que Colline a dit, c'est que les gens riches. Il y a des bruits derrière vous, il y a des bruits de voix. Ouais, un petit peu, ouais. Ça, c'est le problème pour moi aussi. Les gens riches, ils ont peut-être la volonté justement de quantifier leurs dons pour montrer combien ils sont philanthropes. Alors que le pauvre n'en a rien à faire d'avoir un chiffre associé à son don.
Donc, Oui, c'est ça. c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a les grandes fortunes, ils font de la philanthropie pour leur business. C'est-à-dire, un, c'est du Exactement. marketing et deux, c'est de l'évasion fiscale. Ouais, exactement. Et Peut-être c'est mauvais de voir les compétitions pour les pour les dons. cadeaux donnés. Oui, non, parce que c'est la stimulation. C'est-à-dire que si tout le monde donne, on va être tenté de donner. C'est pas une compétition, c'est faire comme l'autre. C'est l'appartenance à un groupe qui se comporte en donnant. Après, il y a un autre point, je pense, dans le don, c'est qu'on est dans des économies de dette dans le capitalisme. Ouais. Et je pense que rien que par notre système et l'éducation qu'on a reçue, on a un peu la même chose émotionnellement. C'est qu'on est en dette émotionnelle. Et ce qui veut dire que donner, c'est clair que ça nous fait du bien. C'est-à-dire ça, c'est scientifiquement démontré que l'expression de la gratitude nous rend heureux. Mais surtout, c'est qu'on a peur de recevoir. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est la dette émotionnelle, c'est-à-dire que si on reçoit, on se sent coupable, on se sent, comment on va faire pour rendre, on ne sait pas combien forcément, comment on va rendre, on n'a pas forcément les talents, le temps, les ressources pour rendre à la personne qui nous a donné. Et Oui, donc, et puis peut-être aussi, il y a une histoire de mérite là-dedans. oui, c'est possible aussi. Ouais. Et une histoire de mérite. C'est-à-dire qu'on donne plus facilement que ce qu'on reçoit, d'abord parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Et que peut-être que le fait de ne pas avoir l'habitude de recevoir et toujours avoir l'habitude à ce qu'on nous demande quelque chose, Ouais. et bien, du coup, on pense qu'on n'est pas légitime de recevoir. Ouais, on se sent pas. Comment tu dis? Il y a aussi il y a un mot pour ça. Bon, je sais plus. Ouais, on ne le mérite pas entre guillemets. Ouais. Voilà, c'est une histoire de mérite. Donc ça, c'est complexe. Mais tu vois, je pense qu'il doit y avoir plein de solutions pour que les gens aient envie de donner et se sentent concernés. Ouais. Mais à mon avis, c'est surtout les projets. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi en France. En tout cas, on s'est aperçu, par exemple, tu te rappelles l'histoire du cancer, là, la Ligue contre le cancer, on s'est aperçu que le gars, il avait embarqué, je ne sais pas combien d'argent. Oui, il y a des arnaques. Combien il y a eu de détournements de fonds, combien il y a eu de scandales dans les ONG, combien il y a eu tout ça. Et comment est-ce que tu veux que les gens ils se sentent encore en confiance? C'est pour ça que moi, Aujourd'hui, Pardon. on cultive le mensonge. Aujourd'hui, dès qu'on veut avoir de l'argent pour quelle que soit la cause, on cultive le mensonge. C'est-à-dire, on va te raconter absolument n'importe quoi pour obtenir de l'argent. Et il y a D'accord. des gens qui en font un business. Ils font un business de ça. Comment faire pour gagner de l'argent? Et alors, mais c'est aussi la manière dont les projets sont financés. Moi, je regarde, j'ai voulu demander des fonds publics pour une non-profit une association, comment tu dis, 1901, à but non lucratif et d'utilité publique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les fonds publics, donc les impôts, ce que allouent les municipalités ou du moins l'État, le gouvernement, euh, c'est vraiment, ils ont des fonds qui sont alloués, mais ils savent même pas trop comment les distribuer. Et donc, en général, c'est distribué à la va-vite pour qu'ils puissent faire leurs chiffres, parce que s'ils ne les distribuent pas, l'année suivante, ils n'ont plus le budget. Exactement. Et donc, Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont spécialisés voilà. pour obtenir des subventions. Ouais, et il y a une compétition entre guillemets de subventions. C'est en fait quelle est la ruse que j'obtiens pour pouvoir détourner un fonds public et le mettre dans mon projet. Exactement, c'est de la manipulation. Donc, C'est le fonctionnement de toute façon de l'économie qui n'a aucune morale, voilà. qui fait qu'aujourd'hui, l'économie du don, on pense qu'elle n'a pas plus de morale que le reste de l'économie.
D'accord. Et donc, je pense que les solutions là qu'on vous propose via avec John.io, les trucs blockchain et tout ça, je pense que ça va donner une transparence dans dans les. Je sais pas, pour moi, c'est pas très clair ce que vous allez proposer en fait. Alors, mais bon, c'est les technologies. Ouais, c'est clair, c'est pas très clair parce que c'est le tout début. Mais les économies avec des monnaies informatiques ou des monnaies électroniques permet d'avoir Ouais. une observabilité de tout ce qui se passe. Et donc, Oui, oui, oui. on peut le mettre en grand public. Et donc, ça, c'est un avantage considérable. C'est-à-dire que tous les détournements de fonds, ben, ils seront visibles. Et donc, ça, c'est déjà, ça Ouais. permet de redonner la confiance. Ça va redonner la confiance, mais on sait très très bien qu'il y a des gens qui feront jamais ça parce qu'ils vivent de l'économie occulte. Oui, oui, non, c'est clair, mais on ne cherche pas à convertir tout le monde. Hein. On cherche Voilà. à avoir une économie qu'on peut avoir entre nous, ou du moins la classe qui, comment tu dis, qui galère pour Oui. puisse. C'est que si on arrive à avoir nos besoins couverts par la communauté, en général, après, ça se passe très bien. Les gens, ils peuvent donner. Parce que c'est le sentiment d'insécurité qui nous dans le don. Et donc, toutes les économies qui fournissent des salaires de base ou des dividendes universels, tout ça, ça booste complètement l'économie du don. Oui, non, mais bien sûr, mais encore une fois, c'est difficile de parler sans sujet, parler de l'économie du don sans parler du sujet du don. Oui. Le fonctionnement de la monnaie numérique, enfin c'est un peu comme ça que tu l'appelles, Oui. eh ben, pour moi, c'est pas forcément du don, c'est aussi de l'échange. Alors, c'est exactement. Une monnaie numérique, elle peut être exactement la même chose que la monnaie fiat qu'on a aujourd'hui. Ça peut être exactement comme l'euro. Mais ça, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que l'avantage de la monnaie numérique, c'est qu'on peut l'imaginer comme on veut. On peut imaginer une monnaie qui n'est pas spéculative, qui a un prix qui est stabilisé. Ah oui. On peut imaginer des monnaies dont la distribution c'était Clem, je ne sais pas comment son prénom, parce que son pseudo, c'est Clem. Il disait que la création monétaire, elle devrait être votée par assemblée démocratique. Et je trouve ça génial. Ouais. Parce qu'en en fait, c'est à la place des banques qui octroient des crédits dans leurs projets de leurs petits copains ou de ce qui leur plaît. C'est une assemblée démocratique qui t'autorise des comptes négatifs, des découverts. Et ça veut dire que tu as crédit, tu as un accès démocratique à crédit pour tes projets, etc. Donc, c'est génial. Et donc, on peut justement, avec les monnaies numériques, changer un petit peu le fonctionnement de l'économie. On peut même faire des monnaies inverses. L'année dernière, j'avais fait pour un festival aux États-Unis ce qu'on appelait une love coin. Et en fait, l'idée que j'avais initialement, c'est à la place de la donner en échange, c'est-à-dire c'est quand tu fais un acte de gentillesse ou de bienveillance, tu donnes la pièce en même temps. Et donc, c'est une monnaie inverse, entre guillemets. C'est-à-dire que tu la dépenses en donnant. Et alors, c'est un peu difficile de l'état d'esprit. Les gens, ils n'ont pas l'habitude parce qu'ils ont l'habitude d'avoir un échange. C'est que je donne quelque chose, je reçois quelque chose. Donc, c'est le transfert de flux d'énergie circulaire. Bah oui. Mais donc dans le cadre d'un festival, c'est intéressant de faire des expériences comme ça. Alors, c'est difficile pour les gens, donc on a été obligé de la modifier parce que sinon, elle ne marchait pas. Mais ça change l'approche, c'est-à-dire que c'est plus une monnaie qui transmet une valeur, c'est une monnaie qui est un signe de gratitude. C'est que j'ai reçu de la communauté et donc je te rends en même temps ce geste. Je paye. Ça veut dire que je paye un geste, je paye la gentillesse. Mais non, parce que c'est pas parce que c'est là, tu vois, on a des réflexes, c'est-à-dire en échange d'une monnaie, on a Oui. je paye. Non, ça a aucun coût. Tu vas pas changer ça du jour au lendemain. Non, mais bon, c'est pour ça que ça existe depuis
Depuis qu'on est né, on fonctionne comme ça. Donc, même si tu l'expliques Ouais, en mais échange de la gentillesse, par jeu, on c'est va donner un intéressant de sou. raisonner autrement. On se dit, putain, mais il y a encore gratuit. Ouais. Et on se dit, il y a encore qui est gratuit, c'est la gentillesse. Si on paye la gentillesse, on est mort. Voilà. Tu vois? Ouais. Donc ouais, ces mots-là, on l'a vu au festival, c'était très difficile. Les gens, ils ne comprenaient pas. Mais ça, c'est comme ça. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ont l'impression qu'il y a anguille sous roche, comme on dit chez nous, tu sais. Ouais. Je suis en train de me faire avoir, là. Tu vois? Ouais. C'est le truc, c'est oulala, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Ça y est, on va se faire payer la gentillesse maintenant. Mais où on va? Voilà. Tu vois, les gens, ils peuvent pas. Il faut partir de là où ils sont. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on a en PNL, c'est une technique de thérapie. Oui. En PNL, on a l'habitude de dire que si on veut amener les gens quelque part, il faut aller les chercher où ils sont. Ouais, c'est très juste. Si tu leur montres, si tu es trop loin du chemin. Je traduis pour Ouais. Colline parce qu'elle n'a pas compris. PNL is. Profit and loss. No. What is the English language? C'est quoi les programmations? C'est programmation neurolinguistique. Alors, Okay. so NPL, non, Neuro-Linguistic Programmation Language. No. Oh, yeah, so it's NPL, Neuro-Linguistic Programmation Language. okay. Right? Language program. Or language, well, I don't know, mais tu as compris. NLP. Ouais, c'est pareil. Ouais. Anyways. Et donc, in NPL ou NPL ou NLP? NLP. It's NLP. In NLP, when you want to change people, or you want to educate or whatever, teach somebody something, you have to go where they are, meaning that you take them from the state that they are and bring them to the state you want them to be. But you have to make the effort to go get them. So that means if you want to start a gift economy, you have to start with what they know, so the non-gift economy, the capitalistic, greedy approach of the economy, and you pull them from there. So you cannot go directly and then dump them in the gift economy; they will be lost. Right. So if everybody had bracelets, sparkly golden beads on them every time they did a good deed, and people saw how each other sparkled, then that would fit into the current economy. Ouais, mais c'est ça aussi. Il y a des tribus initiales où à chaque fois qu'il y avait des dons, ils rajoutaient une perle à un collier. Et donc, c'est les bijoux. L'origine des bijoux, c'est ça, hein, je pense. C'est un signe d'une réputation, entre guillemets. C'est celui qui est généreux, il avait le plus de perles. Oui, mais aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Et regarde, si on observe pourquoi ça marchait tellement bien, le loto en France, pourquoi il marche d'ailleurs si bien. D'ailleurs, je crois que ça a été revendu, la Française des Jeux, ils ont vendu ça à un privé. Avant, ça appartenait à l'État. C'est privé? C'est pas possible. Je crois que c'est privé, la Française des Jeux maintenant. Je crois que ça a été vendu. Parce que moi, je suis là en ce moment en Suisse, et le loto en Suisse, en fait, ils font un truc très bien, c'est qu'il y a une grosse partie de leurs gains qui est redistribuée à des causes. C'est pour ça que j'en venais à ça. Moi, je pensais que, tu vois, pour rendre l'économie du don beaucoup plus intéressante et beaucoup plus conviviale, il faudrait que chaque personne qui donne, elle puisse de temps en temps recevoir aussi. Tout à fait. Comme si c'était un loto. Le loto, c'est ça. À un moment, tous les gens qui sont là-dedans, ils vont percevoir un petit peu. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils donnent, ils se disent, si j'ai de la chance, je vais gagner un petit loto, tu vois. C'est-à-dire, il y a une partie d'argent qui va, certes, à une belle action, et ça, on est content parce que du coup, on y participe, mais en même temps, il y a la cerise sur le gâteau, c'est que je peux gagner moi aussi. Mais le loto en Suisse, il fonctionne exactement comme ça. C'est-à-dire qu'ils financent des projets. En France, pas du tout. En France, t'as des gens qui se payent. Ouais. Quand il était... Mais on pourrait en faire un, je pense pas. Enfin, à un moment donné, c'était interdit. Alors c'est ça, tout ce qui est prédiction, donc les marchés d'assurance, les lotés, tout ce qui est jeu de hasard,
c'est interdit parce que normalement, c'était le monopole des gouvernements. Et justement, parce que c'est une pompe à fric, si je peux l'exprimer comme ça, qui est énorme. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la Suisse, ce qu'ils ont fait, c'est comme c'est une pompe à fric énorme, ils le redistribuent après à la population par des causes, des projets, des subventions publiques. Et donc, les États, les gouvernements, dans quasiment tous les pays, ont le monopole sur les loteries. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que il y a les casinos qui appartiennent aux natifs indiens. Et donc, c'est les Indiens d'Amérique qui ont le monopole des casinos. Ah oui. Mais sinon, partout ailleurs, c'est extrêmement difficile de faire un business dans le loto parce qu'il te faut des licences. Alors voilà, tu vois, ils disent que c'était en 2018. On en a entendu parler, mais je ne sais pas si ça a été fait en fait. Ah, mais si c'est... Ils voulaient le faire. Ouais. Un consensus se dégage pour privatiser au moins partiellement l'opérateur de jeu. L'ouverture du capital pourrait intervenir en 2018. Il faut regarder. Parce que, alors moi, si c'est ouvert, on peut très bien faire notre loto, ça c'est clair. Voilà. Si on pouvait faire un loto, ce serait génial. Parce que du coup, en plus, si c'est une association loi 1901, je pense que ce serait beaucoup plus facile d'obtenir des dérogations ou des accords si on a un petit groupe de privés. Ouais, bon, faut voir. C'est clair, c'est une bonne piste à explorer. Après, dans les économies des dons, ce que je disais aussi, ce que je pensais en réponse à Thomas, c'est que c'est pas seulement, c'est-à-dire que si on fait une économie avec des monnaies numériques et qu'on essaye de faire, de faciliter le don, c'est pas forcément, c'est-à-dire que dans l'économie classique, on a le problème, c'est que c'est toujours des relations 1 à 1. C'est un acheteur et un marchand, c'est un fournisseur de services et c'est celui qui reçoit les services. Donc, il y a toujours la relation de j'ai donné quelque chose, je m'attends à un retour immédiat, entre guillemets. Et si on fait des économies où il n'y a plus cette relation 1 à 1, mais la relation 1 vers plusieurs et plusieurs vers 1. C'est-à-dire que j'imagine quand tu travailles, par exemple, tu travailles pour ta communauté. Et donc, tu n'as pas de personne attitrée, tu ne travailles pas plus pour ton patron, entre guillemets. Et donc, il n'y a plus de personnes qui peuvent te donner un retour. Et donc ça te permet de ne plus être dans cette dépendance, de dire j'ai fait un don, donne-moi ce que je dois, mon dû, entre guillemets. Et ça, c'est valable que si. Que je mérite, C'est valable que si la communauté est capable de faire ce retour équitable. Ouais. Donc, dans une communauté où on met une sécurité de logement, nourriture, transport, je dirais les minimums, eh ben, on peut avoir cette relation-là. C'est qu'on travaille pour la communauté et on reçoit de la communauté. Et ça découpe. Alors après, tu auras toujours les détracteurs qui diront, tu sais, l'histoire de la monnaie, du salaire minimum, là. Oui. C'est qui c'est qui avait… C'est Wolf, comment il s'appelait là, l'économiste, le philosophe, qui avait parlé de ce salaire. Salaire de base, oui. Salaire de base, ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont… Ça, il y a beaucoup de gens qui sont… Et ils font des tests dans la France, il y a des endroits où ils font là-dessus. Il faudrait un petit peu se renseigner là-dessus. Parce qu'en même temps que tu donnes un salaire de base, il faut bien mettre d'accord sur quel est l'échange. Oui. Tu vois ? Oui, mais c'est-à-dire que ces techniques de salaire de base, moi j'ai fait des monnaies qui permettent de salaire de base. Il y a plusieurs possibilités. Il y en a une qui est le même type que la monnaie libre, la June, qui fournit un dividende universel. Donc ça, c'est par la création monétaire. C'est-à-dire qu'il crée la monnaie et autant qu'il y a besoin, que les êtres humains ont besoin pour vivre. Ça, c'est génial, hein. Et distribue équitablement le dividende, donc l'excès de production en fait de l'économie en gros.
Et je crois que récemment, je crois que c'est tous les 6 mois, le dividende, il augmente. Et là, avec le printemps, il a augmenté. Il est à 10, je sais plus, 10 et quelques junes. Donc, c'est très bien, les systèmes comme ça. Mais il faut qu'ils soient adoptés par tout le monde pour que ça soit fonctionnel. C'est-à-dire, tu peux pas avoir une toute petite… Alors, expérimentalement, oui, ça se fait dans certains… C'est à Toulouse, je crois, que ça se fait bien. Mais tu peux pas avoir… pour avoir l'acceptation générale d'un système comme ça, c'est difficile. Parce qu'il y en a qui sont contre, etc. Il y a des expériences, on a essayé de le passer en Suisse, hein, le revenu de base, hein, il a été rejeté. Après, c'est quoi? C'est en Hollande aussi qu'il y a eu des expériences au niveau d'une ville qui a été faite. Et je crois alors je ne sais pas si c'est au nord de la France, en Bretagne, il y a un petit village comme ça, je crois aussi, qui marche comme ça. Et puis, est-ce que dans le Pays Basque, il y a aussi des économies un peu… Alors, je ne sais pas si c'est en dividende universitaire, mais c'est un peu du même genre. Mais c'est très possible. Et alors, moi, ce que je préfère à la place de donner un salaire, parce que souvent, les gens, ils disent, oui, mais alors les gens, ils vont rien foutre et puis ils vont se la couler douce et puis ça va couler l'économie, quoi, en gros. Alors, c'est vrai que de nos systèmes éducatifs où on a galéré, où il faut travailler pour gagner, etc., le jour où on nous donne sans travailler, on est content, c'est les vacances à perpétuité. Alors, je pense que ça va… En fait, l'idée philosophique, c'est pas ça. L'idée philosophique, c'est que ça n'existe pas de rien faire parce que rien qu'en consommant, oui, on est productif. Oui. Et puis surtout, c'est qu'au bout d'un moment, on va se rendre utile. Je dirais, si on est sain… Voilà. Alors, il y a des gens qui sont malades, peut-être, qui ne le feront pas, mais c'est une minorité. La majeure partie des gens sains d'esprit, ils vont se rendre utiles, ils vont rendre à la communauté, rien que parce que le fait de recevoir. Et c'est ce que je disais, la dette émotionnelle, c'est qu'on n'a pas l'habitude de recevoir. Si on accueille un cadeau gratuit de quelqu'un sans avoir besoin de donner en retour, on donnera de nous-mêmes après, tu vois. Si on ne nous oblige pas de donner, on donnera. Et donc ça, c'est vrai. Mais pour que ça passe mieux, pour que la pilule revenu de base passe mieux dans la population, moi, je préfère des monnaies où on dit on a crédit gratuit d'existence. Et en fait, c'est comme si la banque, c'est comme si chacun était… Oh, c'est fini là? Est-ce qu'on est déconnecté? Je t'ai perdu, Nathalie, apparemment. Bon, je vais poursuivre un petit peu et je répéterai après. Donc, c'est comme si on avait un revenu, un crédit universel d'existence, c'est-à-dire que par le fait d'exister, on a nos besoins qui doivent être couverts. Donc, à la place d'aller à la banque et demander un crédit et puis tu payes des intérêts, c'est comme si on avait la possibilité tous les mois d'avoir un crédit qui est complètement gratuit, qui est du montant du niveau de pauvreté, par exemple, local. Ce qui nous permet de couvrir les besoins essentiels. Et après, on peut très bien avoir un travail supplémentaire classique. Voilà, te revoilà, tu as perdu la connexion. Tu me vois, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah. Voilà, bon, c'est perdu un petit moment. Alors, ce que je disais, c'est que si on fournit un crédit gratuit d'existence, c'est comme si tu… Je t'entends plus. J'ai plus le son. Alors, il n'y a plus le son. Alors, est-ce que je vais voir Et pourtant, moi, je le vois, le son. Oui, ça y est. C'est bon, tu m'entends là maintenant? Oui, je t'entends. Alors, donc le crédit d'existence, crédit gratuit d'existence, c'est comme si on avait à chaque fois une banque qui était à la place d'aller voir à la banque et puis de demander un crédit et que tu payes des intérêts, etc. C'est que tous les mois, tu as un crédit qui est gratuit, qui est à la hauteur du niveau de pauvreté pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et en fait, si tu es dans une économie saine, tout ce que tu donnes et ce que tu reçois, ça devrait être équilibré.
Hein, c'est-à-dire que si tu es capable d'être économiquement autonome, si tu es en bonne santé, normalement, il n'y a aucun problème. Après, c'est clair qu'il y en a qui fournissent moins que ce qu'ils produisent. Ça, c'est s'il y a des handicapés qui, par leurs conditions, ne peuvent pas fournir. Mais ça, c'est pour ça que dans une société, on prend soin de nos malades, entre guillemets, on prend soin de nos handicapés. Ils ne peuvent pas le subvenir d'eux-mêmes. Mais la majeure partie des gens, ils peuvent subvenir d'eux-mêmes et même ils fournissent plus dans l'économie. Et c'est cette surproduction qui permet justement de payer pour ceux qui ne peuvent pas. Et donc… oui, c'est une mutualisation en fait. Ben oui, forcément. Ouais. C'est-à-dire que… alors, ça veut dire qu'il y a quand même un maximum. C'est une société ne peut pas couvrir… Elle peut accepter un maximum de personnes qui ne sont pas autonomes. Je ne sais pas si c'est 10%, 20%, etc. Ben si, on a nos chômeurs. Combien on a 10% de chômage? 15. Nous, on a 15, je crois. C'est dire. Hein. Ouais, ben c'est 9 millions, c'est ça? Non, c'est 9 millions sous la pauvreté, 7 millions de chômeurs, non? Ah, je ne sais pas. C'est pas un truc qui m'interpelle, ça. Oh, je ne sais plus, bref. Ouais, bon, c'est un chiffre énorme, mais bon, bref, la société, elle accepte un maximum, sinon après, elle n'est pas fonctionnelle. Mais avec un crédit d'existence, ça responsabilise les gens. C'est-à-dire que une personne normalement constituée, elle va travailler, elle va rembourser son crédit et puis elle va pouvoir complètement en vivre et produire, je dirais, dans la communauté. Tout en ayant la sécurité. C'est-à-dire que si un jour elle perd son travail, si un jour elle est fatiguée, pas disponible, si… Oui, mais oui, bien sûr, c'est la base. Mais il y a un truc qui était assez intéressant, c'est qu'on s'était rendu compte que même une personne qui peut pas travailler, qui peut pas apporter une richesse, à partir du moment où elle consomme, c'est-à-dire qu'elle achète sa bouffe, elle achète, voilà, ouais. Elle fait partie de l'économie, ouais. Et ben, elle va quand même faire partie de l'économie. C'est-à-dire qu'elle est utile. Oui, non, c'est clair. C'est clair, elle est utile. Parce qu'elle dépense son argent. Son argent revient dans le circuit. Oui, oui. Mais alors, l'argent, moi, je le conçois un peu différemment dans le sens où c'est pour pouvoir voir les flux, les échanges, c'est le signe de vie de l'économie. Comment le mot anglais, il est bien, c'est currency, c'est pour voir les courants, les flots de courant entre les gens. Donc, c'est de l'énergie qui circule. Et techniquement, n'importe quelle personne, dans la mesure où elle est vivante, elle a de l'énergie. Elle peut en avoir peu, mais elle a une énergie. Et donc, elle a, et c'est des valeurs, en fait, c'est des valeurs qu'on échange. Et donc, toute personne, tant qu'elle est vivante, elle a une richesse qui est parce qu'elle existe. Et donc, c'est ça. Si la monnaie arrive à comment pas capturer, comment on dit, à capturer cet aspect-là, l'énergie de chaque personne, et bien là, on a un système économique qui sont florissantes parce que tout le monde participe. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, c'est le but. Exactement. C'est le but qu'on essaie d'avoir avec nos monnaies numériques. C'est essayer je comprends. de transcrire ça dans le monde numérique pour pouvoir justement en changer en fait les comportements des citoyens, des humains, dans le sens où ils ont une richesse intérieure qu'ils peuvent utiliser dans leur communauté. Ouais. Moi, tu sais, je trouve ça passionnant. Hein. J'ai pas mal écouté ce qu'il disait, comment il s'appelle, Chouard, Étienne Chouard. Ouais. Il parle pas, quand même, il parle beaucoup de tout ça. Hein. Il parle de la June, il parle de. Ouais. Et c'est vrai qu'il met beaucoup d'espoir là-dedans parce que je pense que si on reste comme ça avec les banques actuellement, on s'en sortira pas, c'est clair. Mais ça va s'aggraver. L'écart, il se creuse jusqu'au jour où ça va exploser. Là, si tu veux, dans le mouvement des Gilets jaunes, ça a explosé en novembre dernier. Maintenant, ça se tasse un peu parce qu'en fait, on travaille plus sur les outils qu'on a besoin et plutôt
que d'aller… ouais, si, il y a toujours quand même une bonne attendance des manifestations, mais en nombre, on n'est pas suffisamment encore. On n'est pas les… Oui, mais parce que les gens ont peur, hein. Les gens ont peur. Ouais, Je vois bien ce qui se passe. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, entre guillemets, on loupe le coche cette fois-ci, l'écart de pauvreté et richesse va s'agrandir et là, ça va exploser au moment où on ne pourra vraiment plus tenir. Et c'est pas unique. C'est surtout qu'il faut qu'il y ait des gens, un peu des intellectuels qui rentrent dans le mouvement, parce que si tu n'as que des gens qui crèvent, enfin, eux, ils sont tellement tu vois, en dessous de… Voilà, ils n'arrivent plus à réfléchir, ils n'ont plus que la colère. Ouais. Oui, mais bon, c'est une énergie qu'on peut canaliser. Hein. C'est pas forcément… Pour l'instant, on peut la canaliser, mais je ne suis pas sûre qu'à un moment donné… elle soit il canalisée. n'y a pas des dérapages. Hein. Moi, je suis… Il y a toujours… moi, à mon avis, il suffit qu'il fasse une connerie, notre pote Macron, là. Ouais. Il suffit qu'il dise un mot de trop, là, et c'est la poudre et ça dérape, ouais. qui peut déraper, parce que les gens sont excédés. Ouais. Mais bon… Il n'y a jamais eu de révolution sans dérapage. Hein. Même les révolutions pacifistes, hein, si tu regardes dans l'histoire. Après… Ouais. En même temps, c'est important qu'il y ait une vraie mobilisation de ceux qui ont des idées. Ouais, mais c'est ce qu'on fait dans nos groupes, et ça, je pense que c'est très, très positif. Il y a même déjà à l'intérieur de nos groupes, donc des groupes informatiques de développeurs, c'est complètement de l'économie de dons. On demande un salaire, on poste, oh, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider sur tel point, et puis les gens se proposent, ils font ça rapidement, c'est génial. J'ai trouvé… oui, mais dans l'informatique, c'est le seul endroit, enfin la PNL, ça a été créé par un ingénieur informaticien, tu sais. L'informatique, j'ai l'impression que c'est ce qui va nous sauver. Alors, moi, je le comprends parce qu'en en côtoyant le milieu de près, et je pense que c'est parce que c'est pas l'informatique, mais ce que je pense plus, c'est le virtuel. Oui, le virtuel, c'est le fonctionnement, c'est le fonctionnement de la pensée, en fait. On décortique les choses. Exactement. On va au fond. Et donc, c'est pas uniquement l'informatique, mais c'est tous ceux qui travaillent dans la pensée, entre guillemets, tous les théoriciens, entre guillemets. Ouais. Et en fait, c'est qu'ils ont la capacité la capacité, on l'a tous, hein, mais dans la pensée, tout le monde a la capacité de simuler. Hein, donc, de faire des scénarios. Et cette capacité de faire des scénarios, elle est très importante pour mettre en place des solutions parce que ça fait évoluer, en fait, les problématiques et les solutions rapidement. C'est pour ça que je te parlais. Pardon. Oui, et c'est pour ça que je te parlais du forum ouvert. Oui. Tu te souviens? Oui, je ne me rappelle plus trop. Tu t'en rappelles pas? Je me rappelle. Alors, oui. Ouais, le fonctionnement du forum ouvert aujourd'hui, il est physique et j'aimerais bien réfléchir ça avec un programmateur pour voir si on peut le mettre en place un peu comme un outil numérique, tu vois. Alors, on peut tout à fait. Le forum ouvert, c'est-à-dire que le problème dans le numérique, c'est que comme c'est dans le domaine de la pensée, il y a foisonnement de solutions. C'est qu'il y en a des milliers, parce qu'il y a abondance. C'est le milieu où il y a de l'abondance. Parce qu'on peut imaginer tout créer. Et le fait qu'il y ait abondance, ça veut dire qu'on a une difficulté, c'est d'avoir un outil qui est génial pour tout le monde. On en aura 10 000 d'outils géniaux et ils vont être utilisés par des petites communautés à droite à gauche. Et c'est ça la difficulté du milieu informatique, c'est qu'il n'y a pas une solution clé qui ressort. Dans le monde physique, on est obligé de s'organiser, d'aligner avec ce qu'on a parce qu'il y a moins d'abondance, entre guillemets. Ouais. Donc, la question, c'est qu'on peut faire un forum ouvert. Alors, le forum ouvert, c'est les gens qui proposent les sujets, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui se rassemblent autour d'une question. Voilà. Tu vois, et la question, ça pourrait être comment mettre en place une économie du don, tu vois, une économie numérique. Et à ce moment-là, chaque personne
va proposer quelque chose, va venir poser un post-it sur un tableau. Et après, il y a des gens qui vont choisir des sujets, qui vont aller ensemble dans des pièces pour travailler sur les sujets, tu vois. Alors, donc, on peut tout à fait le faire de manière informatique. Donc, le truc informatique. C'est comme ce qu'on fait là. Aujourd'hui, oui. j'ai pris un sujet d'économie du don, tu t'es joint là. Bon, il n'y a pas eu d'autres parce qu'on n'a pas fait suffisamment de publicité. Mais c'est ça, la difficulté, c'est que c'est le tableau des post-it. Il est où ce tableau des post-it? Et est-ce que tout le monde est au courant qu'il y a un tableau pour mettre ses post-it? Tu vois, c'est uniquement comme ça la difficulté. C'est Ben, en fait, ça parle de la communication, tu vois. Oui, tout à fait. Ça parle de la communication, ce dont tu parles. Parce que l'informatique, c'est poser des solutions, mais il faut les faire connaître, ces solutions. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai réseau. Et le réseau, que ce soit Facebook ou n'importe quoi, je crois qu'il faut déjà mettre en place le réseau des Gilets jaunes. Ouais. Bon, peut-être c'est celui qu'on utilise là, peut-être ça peut être Zoom, peut-être ça peut. C'est juste que là, il y a une télé qui doit se mettre en place, je crois, une radio. Alors, il y a deux, il y a déjà 2-3 télés qui sont déjà là. Il y a aussi une radio, ouais. Ah. Bon, ben voilà. Mais moi, tu vois, je les connais pas. J'ai essayé d'aller sur la télé, j'ai jamais réussi. La radio, j'ai entendu 2-3 émissions, mais c'est pas toute la journée. Quand je dis tu vois, oui, quand je dis télé, c'est Internet, oui. Pour l'instant. Oui. Il n'y a pas encore de télé. Oui, mais même, voilà. Non, bien sûr, mais c'est de ça dont je parle. Mais même aujourd'hui, tu vois, moi, je passe mes journées à expliquer aux gens, qui sont même des fois de mes amis, que les Gilets jaunes, c'est pas seulement des gens qui fracassent les magasins. Oui, c'est clair, il y a d'éducation, ouais. Donc, en fait, dans l'idée encore aujourd'hui de la majorité des gens qui regardent la télé, ils sont conditionnés à ce qu'ils regardent. C'est ça le problème. Il n'est pas neutre. Donc, tant qu'on n'a pas de médias neutres, les Gilets jaunes, ils vont l'avoir. Ils vont se faire casser ils vont l'avoir mauvais, quoi. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait prendre vraiment une grosse agence de pub et là, du coup, investir tous de l'argent pour faire connaître. Non, mais le problème de l'agence de pub, elle est dans le système capitaliste et donc elle ne fonctionnera jamais avec nos valeurs. Et c'est pour ça que on a des projets. Il y a déjà 2-3 télés dont Internet qui fonctionnent comme ça, et d'être neutre, puis d'avoir de la comment tu dis, l'égalité, être égalitaire, égalité d'opinion. Mais aussi, là, je travaille sur un projet qui est beaucoup plus gros et conséquent. Donc, ça se met en place petit à petit et c'est pas du court terme, c'est pour la date de démarrage, c'est le 2 février 2020. Et donc là, c'est une vraie télé avec les moyens, des gros moyens pour pouvoir justement avoir un canal média qui est hors système, entre guillemets, et qui est basé sur les valeurs de l'humain, le respect, donc l'humanisme, le partage, les 4 valeurs. Oui, déjà, tu as une date, c'est pas mal. Oui. Mais donc, il y a des projets qui se mettent en place. Après, c'est pareil, c'est comment tu répartis, comment tu distribues cette information à tout le monde. En France, il y a 60 millions, même plus, c'est presque 70 millions. Il y a tellement de réseaux qu'on peut le faire. Il faut faire des vidéos courtes ou ça prend un temps de l'audio. Oui, mais il devrait y avoir un petit groupe qui se charge de ça. Oui, il y en a plusieurs en fait. Dans les Gilets jaunes, on essaye tous de se coordonner. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que il y a plein de petits groupes et on essaye d'avoir des communications horizontales entre groupes. C'est bien. Parce que on pourra jamais avoir un seul groupe qui satisfera tout le monde. Il y en a, ils disent oh non, mais ceux-là, on veut pas de porte-parole, on veut pas être politisé, on veut pas, tu vois. Donc il faut qu'on puisse communiquer avec les groupes autonomes, les groupes qui sont politisés, les groupes, tout le monde. Et donc c'est par
stratification, c'est-à-dire que c'est horizontal la communication. Et puis c'est clair. De toute façon, le problème du réseau, c'est que Facebook ou les réseaux sociaux informatiques, ils sont complètement inefficaces s'il n'y a pas le réseau humain réel. C'est dans la vraie vie que ça se fait, le réseau. Bien sûr. Pas derrière l'écran d'ordinateur. Et donc, oui et non, parce qu'on n'arrive pas encore à se rencontrer. Tu vois, moi, j'ai essayé de... Oui, mais... je suis allée au Tour ski à Marseille, je suis allée à la réunion de Choir à Toulon. On se voit un peu entre nous, mais tu vois, après, on n'arrive pas à construire. Ici, moi, j'arrive pas à construire un truc. Chaque fois que je vais dans un petit groupe et que je parle des Gilets jaunes, je fais passer une information, mais c'est difficile quand même. Mais c'est déjà ça, c'est déjà comme ça. Parce que l'information dans la vraie vie, elle passe beaucoup mieux que par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pas qu'on se connaît. Mais le truc initial, le contact initial, c'est beaucoup plus puissant de faire ça sur tes ronds-points, entre guillemets, que via Ouais, mais tu vois, j'aimerais bien revenir à l'idée de moi, tu sais, ce groupement qui s'appelle les Animous, là, ou les Animous, ouais. Oui, alors ça, c'est bien ça. L'approche des Anonymous, c'est que c'est tout le monde. Mais bon, c'est tout le monde. C'est quand même, c'est tout le monde. Chacun peut être Anonymous. Ils sont une présence très forte sur l'Internet. Est-ce que tu es toujours en ligne? Parce que je t'entends plus. Hein. On va faire une pause. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, j'étais en train de te dire ce mouvement des Anonymous là. Ouais. Alors moi, je les adore. Ouais, moi aussi je les adore. Mais outre le fait qu'on les adore, j'ai vraiment observé. C'est un peu mon boulot, ça, d'observer le fonctionnement et de voir ce qui me plaisait là-dedans. Et au final, c'est ce que je te disais par message, ce que je pense qui est à reprendre pour nous, c'est le fait qu'il n'y ait pas de visage sur les idées. Ben voilà. Ouais. Non, mais ça va, on est entre nous, on s'en fout. Mais tu vois, tu peux mettre un joli masque, ou on peut mettre un joli masque, ou n'importe quoi, mais si tu veux, à partir du moment où les gens sont habitués à avoir à mettre un visage sur une idée, alors que c'est plus d'actualité. Mais c'est utile parce que nos décisions sont prises émotionnellement. Donc il faut qu'il y ait la relation pour qu'on puisse prendre des décisions. Sauf que on s'est quand même rendu compte qu'aujourd'hui, même dans la politique, je veux dire, tu votes pour quelqu'un qui va faire une promesse, qui ne va pas tenir sa promesse. Oui, et on le vote pour sa tête. Il y a des études que c'est même les traits physiques. Tu peux décider et tu peux prédire l'élection d'un président en faisant l'analyse. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, mais oui, non, c'est notre cerveau qui est mal câblé, c'est tout. Bah oui. Il est bien câblé, mais voilà, aujourd'hui, les gens qui n'ont pas été élus, ils savent pourquoi. C'est parce qu'ils ont mal communiqué, ils ont mal montré, ils n'ont pas assez souri, ils ont utilisé une voix qui était si là. Ouais. Aujourd'hui, si on supprime ça tout le temps partout, on va avoir quelque chose de nouveau. Alors, la raison pour laquelle être anonyme, c'est surtout c'est que quand on a des pensées qui dérangent, il faut absolument l'anonymat parce que sinon, notre société, elle est punitive et puis elle réprimande. Ça, c'est sûr. C'est une autre raison qui est une très, très bonne raison. Je pense. Mais voilà, après ça, je pense qu'il faut peut-être y réfléchir quand même parce que, tu vois, aujourd'hui, personne ne veut que le mouvement des Gilets jaunes soit porté par des gens. Ouais. Et en même temps, il y a des figures du mouvement du Gilet jaune. Oui. Alors, et du coup, quand les figures du mouvement de Gilets jaunes parlent,
eh ben, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui est dit. Ce qui est logique, puisque c'est la vie personnelle de la figure, oui. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il serait vraiment un plus, la valeur ajoutée d'un nouveau système, ce serait qu'on arrête de mettre des gens face à des idées et qu'on travaille que sur des idées. Alors ça, c'est différent et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que c'est notre capacité à mettre entre guillemets, des représentants anonymes. C'est que voilà. On peut faire un système pour avoir une représentation anonyme. Et c'est la représentation, je dirais, collective. Et ça, en informatique, les algorithmes et la mathématique, elles sont bien plus optimisées et capables que l'être humain à prendre des décisions. Exactement. Donc, on peut avoir tous des plateformes, on donne notre avis, on donne notre opinion, on soumet nos idées. Et puis, c'est une grande moulinette, un algorithme qui sort une idée anonymement et on s'aligne dessus. C'est ce que j'entends par exemple. Voilà, mais ça, et ils ont fait. C'est vrai que c'est pas mal ça aussi, hein. Ça c'est encore autre chose. Ils ont fait ça c'est où ça s'appelle c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande? Ah oui. Oui, c'est la Nouvelle-Zélande, je crois. Ou c'est l'Australie, mais un coin par là-bas. Où en fait, leur parlement, il y a un parti. En fait, ils ont créé un parti qu'ils ont mis sur une blockchain. Et toute la société peut voter. Et le parti est garanti de répéter que le résultat du vote électronique de la blockchain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit ils ont juste proximité, report de l'opinion du résultat informatique. Et donc, ils donnent absolument pas leur personnel, ils donnent même pas leur avis, ils transcrivent au Parlement, donc au gouvernement en place, ce que la population a voté de manière électroniquement. Et ça, c'est fait qu'ils ont en fait un parti politique qui, dans sa charte, dit on ne transmet que la décision qui sort du vote électronique. Bon, ben ça c'est déjà une belle chose. Ça, c'est une idée qui est géniale. Moi, je trouve ça, c'est un truc comme ça qu'il nous faut. Ah bah oui, c'est énorme déjà. Parce qu'il n'y a pas la corruption, ils peuvent pas, les représentants, ils peuvent pas changer, ils peuvent pas être. C'est ça. Il y a plus de problématique de dire un tel comment dire, à des problèmes de justice, puisqu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus de personne, il n'y a plus d'individualité. Voilà. En fait, ce ne sont plus que des idées. Et en fait, on s'en fout des gens. Moi, je veux dire, qu'est-ce que je m'en fous que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui soit président? On n'a plus besoin de président, c'est fini. Voilà, ben ça, c'est des systèmes qu'on appelle DAO, Distributed Autonomous Organization. Donc, c'est de gouvernance. Voilà. Et ça, oui. Voilà, mais les informaticiens. C'est ça l'avenir. Je suis d'accord. Mais c'est même mieux que c'est l'approche, même mieux que l'approche de Schwartz où tu sais vote aléatoire, non, tirage au sort, etc. Parce qu'un tirage au sort, selon comment il est fait, s'il n'est pas fait de manière totalement équitable, il est manipulable, tu vois. Et puis même, c'est des personnes, qui sont humaines. Là, on sort complètement la toute subjectivité de gouvernance. Ouais. Non, bien. Après, moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une part humaine parce que sinon, on va arriver dans l'idée d'intelligence artificielle. Alors, on va se faire guider par des machines. Des machines. Mais ça pourrait, hein, si on met dans la machine tous les bons ingrédients qui nous disent, voilà, on veut que ce soit humaniste, on veut que ce soit équitable, on veut que ce soit… Alors, moi, j'ai mon point de vue là-dessus. C'est-à-dire que j'ai mon point de vue là-dessus, sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle s'il n'y a pas un humain derrière. Voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est une machine, elle est bête, elle peut apprendre, c'est clair, mais il n'y a pas la vie derrière. Et donc, la machine, elle sera toujours capable de prendre des décisions en fonction des données qu'on lui donne. Ouais. Mais les données, c'est les êtres humains. Et c'est la vie. On est d'accord. On est d'accord, mais tu sais, on pourrait avoir tendance à se dire, une fois qu'on a créé la machine, on peut se reposer sur ce qui est posé, tu vois.
Oui, mais la machine en fait, est manipulable. Hein? La machine est manipulable. Et donc, ça sera le Voilà. propriétaire de la machine, ça sera les entreprises qui fournissent les données, qui vont guider la machine, entre guillemets. Ouais. Et donc, en fait, la machine n'est que l'outil, que l'extension de l'humanité. Et donc, donc l'humain, il est utile. C'est-à-dire que la machine, si elle prend comme donnée l'ensemble des opinions de la population, là, la machine, elle peut avoir un comportement démocratique. Si la machine prend des données d'une élite, ben, la machine, elle sera élitiste. Tu vois? Donc moi, je suis d'accord là. C'est fabuleux, ça. Donc, c'est l'organisation humaine qui compte. C'est pas la machine. La machine, ça va être juste un outil qui va nous aider à prendre la décision, mais c'est tout. Mais ce qui est important, c'est qu'on s'organise, nous, en tant qu'êtres humains, en réseau. Non, je suis d'accord, si tu veux, sauf que si on a vraiment l'outil qui va bien, il faut après apprendre à le faire fonctionner, comme tu dis. Oui. Mais je pense que les gens, ils vont vraiment voir le bout du tunnel. C'est-à-dire, ils vont se dire, oui. Ah, mais il y a vraiment un truc qui peut exister, qui peut être, tu vois, une révolution en soi. Oui. Mais c'est exactement l'objectif de Jeune.io. Hein. C'est le genre de plateforme qu'on veut mettre en place et proposer. Hein. Voilà. Parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on aura le truc qui donnera la solution à tout de suite. Mais le RIC électronique, c'est un peu ça. Hein. C'est une plateforme qui permet d'aider le mouvement ou la société à prendre des décisions de groupe. Exactement, mais le RIC électronique, quand on en entend parler, ça a l'air d'une usine à gaz qui n'est pas prête de voir le jour. Hein. Non, parce qu'on peut commencer simple. Ah bon. C'est-à-dire que mon point de vue, c'est-à-dire que alors c'est bien pour apprendre à éduquer les gens comment le RIC fonctionne, etc., de le faire en assemblée, etc. Mais si tu regardes le coût le coût national pour faire un référendum, c'est énorme. C'est des millions tout de suite. Donc, localement, on mais ça, c'est complètement non raisonnable de ne pas le faire électroniquement parce que c'est que à la portée de grands gouvernements avec des fonds énormes. C'est-à-dire en Suisse, même en Suisse, qui est un pays beaucoup plus petit, la votation, elle est très coûteuse. Et c'est pour ça que la Suisse pousse à fond sur l'électronique parce que c'est la seule manière de pouvoir avoir des coûts minimaux. Oui, en même temps, tout le monde n'a pas accès. Alors, on peut faire les deux. On peut avoir des kiosques en mairie, on peut avoir, mais c'est que la collecte des données soit électronique, parce que rien que le fait des bulletins de vote, c'est un bulletin de vote, rien que le nombre de papiers, tu passes 5 minutes par électeur sur 47 000 électeurs, c'est ça? 47 millions d'électeurs, eh ben, ça te fait déjà 200 millions ou ça te fait 400 heures 400 années de travail. Alors, ok, c'est distribué en plusieurs, mais c'est colossal, c'est colossal. Oui, non, je suis d'accord. Et alors que c'est un coût zéro si on a une plateforme distribuée. Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre en place. Mais la technologie, elle existe. Ce qui n'existe pas, c'est la confiance des gens au vote électronique. Ouais. La méthodologie, elle n'est pas claire encore, elle n'est pas exprimée clairement. Alors, moi, dans ma tête, elle est très claire. Dans tous ceux qui bossent sur les technologies, c'est relativement clair. Eh bien, communiquez, les gars. Communiquer. On est en train de le mettre en place. Donc, tant qu'on n'a pas… Moi, je pense, tu sais, la communication, il y a des spécialistes qui s'appellent des attachés de presse. Oui. Et qui sont vraiment des spécialistes de la communication, tu vois. Alors, c'est clair qu'il me faut des spécialistes qui travaillent avec moi. Si tu en connais des attachés de presse, je les accueille tout de suite. Oui, bah, moi j'en connais une qui est super, qui est à Paris, mais je ne sais pas si elle travaillerait gratuitement. Eh bien, on lui donne des crypto-monnaies.
Ben oui, peut-être. C'est un En tout pari. cas, ça vaut le coup que je lui en parle. C'est un pari sur le futur. Une start-up, c'est le mode de fonctionnement d'une start-up. Une mode de fonctionnement d'une start-up, elle n'est pas encore rentable, la start-up. Et qu'est-ce qu'elle donne à ses employés? Des options, des stock options, des actions. Oui, non, mais je suis d'accord. Et la crypto-monnaie, c'est la même chose. C'est que tu penses que le projet, il est porteur et tu as une monnaie qui n'a pas de valeur initialement, qui en aura dans le futur si le projet réussit. Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, De toute façon, rien n'empêche que je lui en parle et que je lui donne ton contact et que alors moi, tu vois je vais avec elle. te dire, tu dis que c'est une usine à gaz. Je vais te répondre très rapidement. Les technologies et blockchain, c'est comme si on avait un grand livre d'or qui peut être même au niveau global, planétaire, mais on va le restreindre au niveau national. On a un grand livre d'or de la France où chaque citoyen peut écrire dedans. Par contre, ils ne peuvent pas faire de rature. Ils ne peuvent pas déchirer ou réordonner les pages. C'est pas un classeur. C'est un livre qui a été bien relié. Et on écrit tout le temps sur une nouvelle page blanche. Il y a un nombre infini de pages parce que c'est de l'informatique. Et voilà. Et donc, quand tu penses que tu as un outil comme ça à la disposition, et puis il dépend pas d'un organisme. Donc, il y a personne qui peut partir avec le livre. Et comment sont gérées les données? Il est consultable par tout le monde. Il n'y a personne qui gère des données, c'est autogéré. C'est-à-dire, c'est toi qui écris dans le livre et tout le monde peut le consulter, ce que tu as écrit dans le livre. Donc, imagine, c'est quand même un outil fabuleux. C'est comme les grands registres qu'on a dans les lieux touristiques où tu écris ton petit truc. C'est comme un cahier de notes qui est non falsifiable, qui est à disposition de tout le monde. Et donc, je trouve que c'est très bien, mais ça me fait penser, tu sais, ça me fait penser à Internet, ça me fait penser au Wikipédia, ça me fait penser aux dizaines de bouquins que j'ai en retard, que j'ai pas lus. Le Wikipédia, aujourd'hui, il est centralisé. C'est-à-dire que si la boîte met la clé sous la porte, ça disparaît. Ouais. Donc là, c'est la seule différence. C'est par exemple Wikipédia, c'est un outil fabuleux, mais il est encore centralisé. Là, ce qu'on a poussé plus loin, c'est que c'est un Wikipédia qui est à la disposition de tout le monde, mais qui est même pas, qu'on peut même pas mettre coupé, on peut même pas détruire. Parce que c'est un Wikipédia, c'est comme s'il était répliqué dans tous les ordinateurs de tous ceux qui l'utilisent. Et donc, t'en détruis un, il apparaît de l'autre côté, la même valeur. Tu vois, c'est permanent, c'est infalsifiable. Oui, non, mais je dis pas que c'est pas bien. Je pense que c'est effectivement très, très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'utilisation de tout ce qui va être écrit. Je vais en venir. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a une méthode de sécuriser quelque chose sans avoir une tierce personne. C'est quand aujourd'hui tu veux verrouiller ta maison, tu appelles un serrurier, tu fais confiance en ce serrurier qu'il n'a pas un double des clés. Tu fais confiance qu'il met une serrure suffisamment solide. Et bien là, c'est un système de sécurisation où on n'a même pas besoin de cette tierce personne. Donc la seule confiance, c'est la confiance en soi. C'est la confiance de toi de garder ton mot de passe, c'est tout. Et donc tu dépends d'aucune tierce personne, donc c'est complètement incorruptible dans ce sens. Oui, non. C'est très bien à partir du moment où on va. Voilà. Alors maintenant, tu parles de l'hypothèse que tu as ce livre-là. Comment on utilise ce livre-là pour faire avancer l'humanité? Et ça, c'est une question toute simple. C'est quel est le langage, quelle est la structure qu'on va mettre, comment on va rédiger nos pages. On peut se faire une liste de tâches disponibles sur les pages impaires, la liste des tâches des gens qui sont capables de prendre les tâches sur les pages paires. Tu vois, on s'organise. Et c'est uniquement de quel est le langage on écrit en français, on écrit, on est informaticien, on écrit n'importe quoi, on fait des tableaux, on met des tableaux de chiffres, on fait des tableaux de comptes, on peut tout faire sur ce livre, mais c'est la question, c'est nous, en tant qu'être humain, comment on s'organise pour utiliser cet outil-là. Et ça n'a rien à voir avec l'informatique, c'est savoir comment on le ferait si on a ce livre-là. Oui, il faut y réfléchir.
Voilà. Et donc, dans les systèmes, dans un système de vote, c'est simple. Hein, on peut dire que voilà, il y a une vote présidentielle. Eh bien, on a, dans le livre, on écrit une page où il y a les listes des candidats. Et puis après, chacun vient mettre une croix. Et puis après, on compte les croix dans le livre. Tu vois? Oui, mais encore une fois, je pense que les candidats, c'est foutu, quoi. Non, Plus personne ne veut de candidat. Non, mais bon, je te dis un exemple. Après, ça ne veut pas dire qu'on va le faire comme ça. Mais on peut se dire comment on fait une élection. Comment on fait une élection. Donc, dans le livre, on dit comment fait-on les élections une fois qu'on a ce livre-là. Et puis, il y a les gens qui vous proposent des solutions. Et puis après, on va dire, ben, on va voter sur les solutions. Ou alors, on met une note. Chacun note les solutions qu'il y a dans le livre. Et puis après, on va faire des scrutins à jugement majoritaire, des scrutins. On peut avoir différentes approches. Oui, non, mais là, il y a plusieurs choses. Mais c'est tellement riche de pouvoir travailler en intelligence collective qu'il faut trouver le moyen de le vivre, ça. Mais cet outil-là, il existe aujourd'hui. C'est juste qu'on n'a pas encore décidé comment on va l'utiliser. Oui, d'accord. Bon. Tu vois, ça pourrait faire l'objet d'un forum ouvert. Ouais. Et je pense qu'en tant que citoyen, il faut vraiment que les gens pensent comme ça. C'est-à-dire que dans le milieu électronique, on a des moyens, des outils qui sont extrêmement puissants et fabuleux et qui sont disponibles aujourd'hui. Et c'est même tout le monde. On n'a pas besoin d'être geek pour comprendre. C'est-à-dire que si on considère que c'est un grand livre, et il faut demander dans les forums, dans les assemblées, comment les gens, si on leur donne un grand livre, comment ils vont l'utiliser pour leur constitution, pour leur travail de citoyen constituant, si tu veux. Oui, bah là, il faut réfléchir avec des gens comme Chouard, parce que je suis persuadée que lui, il aura des idées là-dessus. Oui, mais je pense qu'il faut réfléchir avec des gens divers et variés, qui soient à la fois dans l'économie, à la fois dans la politique, à la fois dans la communication. Je crois c'est ça qui est la force du forum ouvert, c'est que tous les gens qui sont intéressés par le sujet viennent et en débattent. Voilà. Et donc un forum ouvert sur une blockchain, c'est fabuleux. Ah, je pense que ce serait génial, ouais. Parce qu'il y a absolument pas d'organisme c'est tout le monde peut mettre son post-it et puis voilà, et tout le monde le voit, le post-it. Exactement. Et après, sur les idées, comment se retrouver, ben, on peut faire du Zoom. Je ne sais pas à combien on peut faire du Zoom. Mais... non, mais après, il y a tous les moyens. De toute façon, tu ne peux pas gérer une conférence où tu as 300 personnes en direct. Non, mais tu peux faire des petits groupes. Voilà. Et ça peut être aléatoire. Il peut y avoir. Non, mais même 50 personnes. Ça peut fonctionner. Non, 50 personnes, c'est pas possible. Non, le maximum, c'est. Technologiquement, c'est possible. 6, 7. Technologiquement, 50 personnes, c'est possible. Donc après, humainement, oui. Humainement, une dizaine de personnes, c'est très bien. Ouais. Bon, Michel, c'était très intéressant. Mais tu vois, les gens comme Chouard, je pense qu'ils ne sont même pas conscients de la capacité des outils qu'on a. Et il faut d'abord communiquer à ces gens-là qu'on a des choses, parce qu'après, ils peuvent les formuler et comme les citoyens, ils peuvent réfléchir ce qui marcherait avec le peuple, que souvent les gens ne savent pas, et nous faire des retours, tu vois. Parce que nous, on peut imaginer une solution, mais elle ne va pas facilement adopter. Je suis d'accord. Tu es où? Je t'ai perdu là. C'est pas grave, tu as mis le mode de ta vidéo, je pense. Voilà. Bon, ça va. Écoute, en tout cas, je te remercie. Moi, je suis partante pour aider à ma mesure, donc n'hésite pas à me solliciter si il y a quelque chose que je peux faire avancer de mon côté. Ben, c'est communiquer que ça existe et on veut en fait on veut des retours. C'est ce que je fais. En fait, c'est ça. Et éduquer les gens que oui, ben, c'est possible aujourd'hui. Et comme ça, nous, après, on leur fait ce qu'ils veulent. On le rend possible. Voilà. Bon, merci beaucoup, Michel. Bon week-end, bonne soirée. Merci. À très bientôt.
Ciao, ciao. Au revoir. Et merci à tout le monde, ceux qui nous ont écoutés.